L'autre jour, j'étais en route vers la campagne pour y faire une randonnée avec un ami et il y avait également son petit frère qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est en gros en début d'adolescence et j'allais rencontrer comme ça son petit frère et mon ami m'avait mis un peu en garde, genre bon, j'ai envie quand même qu'on donne une bonne image face aux jeunes, donc voilà, tenons-nous, fais attention à ce que tu dis quand même. Et ça m'a mis la pression, ça m'a mis la pression. C'est vrai que dans notre génération et dans les nouvelles générations, il y a cette espèce d'envie de faire un perfect éducatif avec les enfants, vraiment jamais les choquer, jamais faire un pas de côté. Je me demande à quoi c'est dû. Est-ce qu'on rejoue notre ego quelque part, hein, cette génération snowflakes on veut tous être absolument extraordinaires en tout, tout le temps. Est-ce que c'est aussi une conséquence de la baisse de natalité? On se dit, bah, il y a moins d'enfants, donc on a intérêt à pas foirer ce qu'on met dans leur tête. Dans tous les cas, bon, j'avais un peu de stress. Et puis au bout d'un moment, j'ai lâché prise, quoi. Je me suis dit, bon, après tout, je suis pas non plus un individu terrible, donc je vais faire attention, je vais tenir ma langue, je vais réfléchir avant de parler, mais je vais pas non plus me gâcher l'après-midi comme ça à trop réfléchir à comment je vais me tenir face à un enfant. Finalement, mince, je suis l'adulte, j'ai le droit de vivre. Et au final, ça s'est super bien passé. L'ado est super sympa, intelligent. D'ailleurs, c'est un problème, hein, moi, que j'ai quand j'interagis avec des plus jeunes. Par économie cognitive, quand je vois qu'ils sont un peu vifs, j'ai tendance à me dire, bon, bah, ils pensent finalement comme moi, et à leur parler comme des adultes, alors que c'est vrai que bon, ils sont encore en train de découvrir le monde et qu'ils ont besoin de faire leurs propres expériences. Finalement, voilà, il s'agit peut-être de pas trop pourrir les jeunes avec la façon dont on va dire, on range l'expérience dans des petites cases. La soirée, la journée se sont bien passées. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé? Je me suis dit, finalement, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste évité de faire des choses cringe, des choses gênantes. Et là, j'ai repensé à tout ce qu'avaient fait des adultes quand j'avais l'âge de cet ado, et que j'avais trouvé déjà à l'époque gênant, hein, quand un homme plus âgé te parle de femme et te fait croire que ça a été un Casanova. Déjà, tu sens que si ça avait été un Casanova, il aurait pas eu besoin d'en parler. C'est absolument cringe, hein, c'est également cringe, gênant face à plus jeune. Bah oui, forcément, quand t'es un jeune, t'es soumis à l'autorité de tes parents. C'est absolument gênant et cringe de flexer, de faire le gars. Bah moi, je suis libre, moi, je fais ce que je veux dans la vie. Voilà, jouer le fort à moindre frais face à quelqu'un de plus faible, c'est pas intéressant. Et au final, je me suis dit, bah ça s'est bien passé parce que j'ai juste évité de faire des choses gênantes. C'est ça le vrai sujet de ce podcast. C'est à quel point on peut s'enrichir ou améliorer un processus juste en ne faisant pas ce qui, eh bien, déborde, ce qui déconne, hein. On parle d'écriture ici, ne pas toujours ajouter. C'est le problème des auteurs et particulièrement des auteurs de littérature sérieuse et particulièrement au carré des auteurs de littérature sérieuse française, c'est de faire des digressions interminables pour montrer qu'ils ont étudié certains sujets, sociologie, architecture, biologie, que sais-je. Or, on est dans un roman, on n'est pas dans un essai, et c'est en trop, voilà, les digressions, c'est en trop. Il y a des scènes, des fois, qui nous semblent complètement gratuites. Bah, c'est également en trop. Et dans la vie en général, finalement, souvent, pense à ces fois où tu as eu une embrouille avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, et en fait, tu t'es enfoncé, tu as aggravé ton cas en parlant, en te justifiant, en te défendant, alors que des fois, la seule solution, c'était de tourner les talons et de te casser. En fait, il n'y avait rien à attendre. Je veux dire, si un groupe te tombe dessus en mode agression collective, finalement, c'est peut-être qu'ils t'aiment pas tant que ça. Et ça peut être dur à encaisser, mais l'idée de se dire, ouais, mais en fait, si je reste à me défendre, si je reste à donner des arguments, je vais juste aggraver mon cas. J'aimais beaucoup ce que disait la reine Elisabeth II. D'ailleurs, j'aimais beaucoup la reine Elisabeth II. Me demande pas pourquoi. J'aimais Queen Elizabeth. Et quand elle est décédée, j'étais en terrasse d'un bar, d'un café. Et les gens autour de moi, hein, culture très anti-monarchique française, étaient là. La reine d'Angleterre est morte. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur déjà qu'elle soit morte. Et puis ce manque d'affect, ce manque de respect pour eh bien la régente des Anglais. Mais en tout cas, Elisabeth II disait Never complain, never explain.
hein. Ne te plains jamais. C'est vrai que quand on incarne une aristocratie, à la base, quand on est une aristocratie, c'est qu'on est une aristocratie d'épée, hein. C'est qu'on s'est illustré par un commandement militaire. On n'est pas là pour se plaindre, on est des leaders, hein. On est là pour donner l'exemple, donc on n'est pas là pour chouiner. Bon, on a vu ensuite ce qu'est devenu la monarchie quand il y a eu l'affaire Harry-Meghan, mais voilà, never complain, ne te plains pas, et never explain. Tu es le roi, tu es la reine, tu n'as pas à expliquer tes décisions, tu n'as pas à expliquer tes pensées, tu n'as pas à te justifier. Sans blague, never complain, never explain, t'appliques ça, demain, on t'embête beaucoup moins. Il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a des gens que ça va faire péter un câble, hein, ça va juste faire déboulonner, que tu sois pas là en train de justifier, de te plaindre, d'expliquer. Tant pis pour eux. En fait, ils peuvent se raconter ce qu'ils veulent. À la fin de la journée, c'est eux qui perdent de l'énergie. Parce que c'est ça, en fait, c'est ne pas faire certaines actions inutiles, voire détrimentales à l'objectif que tu poursuis. Non seulement t'évites en fait de rétro-pédaler, de reculer, de te faire du mal, mais en plus te laisse de l'énergie disponible pour faire ce qui compte vraiment. Et même si t'es pas en train de poursuivre quelque chose de spécial, on a besoin d'énergie, ne serait-ce que eh bien pour aimer les gens qu'on aime autour de nous, être là pour eux, être là pour soi, savourer la vie, savourer l'existence. Tout ça nous demande un certain stock de neuromédiateurs et on peut pas se permettre de les gâcher en faisant. Et c'est vrai que bon, en Occident, on a cette espèce d'éthique comme ça du faire, hein, faut dépenser la calorie, faut augmenter la température physique, le rythme cardiaque, faut faire quelque chose. Ça va donner cette pseudo-productivité en entreprise, hein, ces réunions qui servent à rien, qui auraient pu être faites en un email, mais voilà, on se donne de l'importance à convoquer les gens dans une pièce, à parler, et parler, finalement on déplace de l'air, hein, on réchauffe de l'air, mais on fait pas grand-chose, mais on aura dépensé de l'énergie, voilà, on aura montré qu'on fait quelque chose. C'est une éthique qui tend quand même vers la maladie mentale. On n'est pas, il faudrait arrêter de juger justement sur le faire, sur l'effort, c'est des efforts stériles, et peut-être se mettre à commencer à juger sur le résultat. Voilà, je pose ça là. Une idée peut-être pour sortir de cette culture de l'effort. Il y a des efforts qui ne mènent à rien. Et parfois, il y a des raccourcis habiles, et c'est justement quand on s'en retient de faire, qu'on est dans le non-agir, le wu-wei, hein, la non-action taoïste, qu'on peut trouver ces choses à ne pas faire. D'ailleurs, j'en profite pour faire un mea culpa. Un ami qui a écouté le podcast sur Marie Shelley m'a dit qu'elle écrivait quand même qu'elle s'était sacrément butée pour écrire Frankenstein, donc c'était peut-être pas le meilleur exemple de non-agir taoïste. En tout cas, ne pas faire. On est fort de ce qu'on ne fait pas, et j'ose même un postulat un peu osé pour ce podcast. On est plus fort de ce qu'on ne fait pas plutôt que de ce qu'on fait. Voilà. À méditer, c'était le sujet du jour. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré. Moi, beaucoup. Et je vais te laisser pour ne rien faire, justement. Non, peut-être que j'ai quand même 2-3 choses à faire de ma journée. Je te dis à demain pour le prochain épisode de La Plume et l'Épée. Et comme d'habitude, prends soin de toi.